opérationnel pour la République démocratique du Congo d'échanger avec le groupe armé qui sème la terreur à l'est du pays. Et qui sont les tireurs des ficelles de ces conflits à l'est du pays? Madame, Messieurs, l'adhésion de la RDC à la CEAE était-ce rationnel également? Ce sont là des questions qui seront débattues au cours de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres à suivre. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Paramètres, ce numéro qui va établir les faits sur principalement trois grands sujets qui sont notamment l'adhésion de la République démocratique du Congo à la CEAE, mais également il y aura les invités de ce jour vont établir aussi le fait sur les négociations entre la République démocratique du Congo et plus de 30 groupes armés représentés à Nairobi, mais également le troisième sujet, les conflits entre le Grand Kasaï et le Grand Katanga. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous choisir. Je salue mon co-présentateur de tous les jours, Nico Kassanda. Bonjour. Bonjour à toi, Emeline Kambidio. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui pour ces nouveaux numéros. Alors, Paramètres a le privilège de recevoir pour vous deux invités pour échanger autour des questions qui vous sont étalées aujourd'hui par Emeline Kambidio. Nous recevons le président, si vous voulez, le coordonnateur national de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICODE RDC, Maître Patient Bachombe, à qui nous disons bonjour, Maître Patient. Bonjour, Monsieur Nico, bonjour, Mademoiselle Emeline. Bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de répondre à votre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà. Également, nous recevons pour vous le président du conseil d'administration de la DICODE RDC. J'ai parlé de Maître Éloi Bundi Boulia, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur ce plateau de Paramètres. Bonjour et merci de nous avoir invités. Voilà, plusieurs thèmes seront abordés autour de ce plateau. D'abord, nous commençons avec le conflit entre Kasaïens et Katangais qui fait débat aujourd'hui au sein de l'opinion politique. Alors, qui va prendre la parole en premier? Commençons par Maître Patient. De manière générale, quelle lecture faites-vous de cette situation qui touche non seulement les Kasaïens et les Katangais, mais également l'ensemble de la population congolaise? Merci beaucoup, cher Nico. En effet, le conflit aujourd'hui qui semble opposer Kasaïens et Katangais, en réalité, c'est un fait qui peut se constater un peu partout, presque un peu partout à travers le pays, parce que nous avons noté les déplacements de la population, que ce soit dans les Kivu, que ce soit dans les Bandundu, l'ex-Bandundu, que ce soit un peu partout, hein, même au centre du pays. Mais ce qui a été quand même aussi pointu dans ce qui se passe au niveau du Kasaï, plutôt au niveau du Haut-Katanga, c'est qu'il y a eu des notables au niveau de la province qui ont haussé le ton et qui ont visiblement crié pour exprimer une certaine répugnance. Et c'est ce qui a révolté aussi un peu une partie de l'opinion jusqu'à amener à l'éclosion du problème, c'est-à-dire plusieurs sensibilités se sont exprimées contre la manière dont la députée s'est exprimée, mais également d'autres ont soutenu et ça a créé une sorte de rupture de cohésion au niveau de la République. Et vous avez suivi comment le Premier ministre est descendu au niveau du Katanga pour s'enquérir de la situation afin de préparer ce pourparler. Alors, les pourparlers ont commencé et nous sommes informés que le chef de l'État y est arrivé il y a 48 heures. Malheureusement, la clôture qui devrait
intervenir ce vendredi ne le sera plus. C'est reporté pour le samedi 30 parce que je m'imagine que les revendications des uns des autres n'ont pas encore trouvé satisfaction dans les échanges. Mais ce que je vais noter par rapport à ce qui se passe là-bas, c'est que le gouvernement et l'État congolais devraient réaliser l'urgence et la nécessité de mettre en place des politiques et d'une stratégie qui bâtissent la cohésion nationale, la cohésion sociale, la cohésion nationale. Pourquoi? Parce que ça sera très difficile. Chaque fois qu'il y a un problème à tel niveau, on court et on oublie qu'il y a d'autres choses à faire et on va éteindre le feu. Et ça sera un peu difficile. Donc, il faut mettre des dispositifs pérennes. Alors, au niveau... On va peut-être revenir par rapport aux solutions à préconiser. Mais Maître Boundi, pourquoi aujourd'hui les notables ou les ressortissants d'autres provinces sont restés silencieux? Ou encore, c'est comme les constats faits, c'est comme s'ils sont en marge de la situation, ils ne haussent pas les tons pour que les choses changent. Aujourd'hui, les notables et Katangais ont décrié la situation. Voilà que le chef de l'État est saisi, le Premier ministre est saisi. Pourquoi? Oui, merci, Monsieur Nico. Comme venait de le souligner le confrère Maître Patient, les conflits que vous qualifiez de conflits Kasaïen-Katangais, ce n'est pas un fait isolé. Et parce que c'est une situation qui se retrouve partout dans les autres provinces du pays. Alors, le fait que le gouvernement soit mobilisé à aller chercher les solutions pour éteindre les feux ne signifie pas que les autres problèmes se sont terminés dans les provinces. Dans les autres provinces, je dirais. Donc, la situation reste la même dans toutes les provinces. Je pense que le silence des autres leaders, les leaders des autres provinces, c'est un silence qui s'explique par c'est une sorte d'observation. Ils attendent voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que en matière de résolution pacifique des conflits, il y a des techniques scientifiques qui existent et qui ont produit des résultats. Donc, on ne va pas résoudre un conflit par une conférence. Il y a toute une procédure. Et il ne faut pas croire que cette conférence, c'était comme un bâton et une baguette magique. Et que, voilà, parce qu'il y a une conférence, maintenant le problème sera... Non, c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Et Maître disait qu'il faut créer des mécanismes pérennes. Mais c'est quand même un pas en avant. Oui, c'est une bonne chose que le gouvernement se mobilise. Mais il faut toujours commencer par nous, demain la cohésion sociale, elle peut être structurelle. Mais l'idéal, c'est que la cohésion sociale soit mécanique. C'est-à-dire que le savoir-vivre, il faut le cultiver. On ne peut pas l'imposer. On ne peut pas imposer aux gens de vivre ensemble. Mais il faut cultiver ce vouloir vivre ensemble. Et c'est là où nous disons que c'est un ensemble de techniques qu'il faut appliquer pour arriver à des solutions durables. Voilà. Mais la grande question qui se pose, quelles sont les véritables raisons qui empêchent ces deux provinces de cohabiter ensemble? Nous sommes tous de la RDC, nous sommes tous Congolais, mais quelles sont les vraies raisons qui empêchent ces deux provinces de cohabiter? Oui, ce n'est pas qu'il est impossible à ces deux provinces de pouvoir cohabiter, mais il y a toute une histoire. Ces deux provinces ont toute une histoire. Et donc, ce n'est pas la première fois que les tons sont haussés pour dire que non, voilà, vous rentrez chez vous, vous restez chez vous. Ce n'est pas la première fois. Il y en a eu même en 2019 lors des élections. Justement, mais nous savons que chaque fois qu'il y a des enjeux politiques, parce que ce sont les leaders qui sont montés les premiers au créneau pour dénoncer le fait que les Kasaïens viennent en masse au Katanga.
Mais nous savons que la cohésion sociale, qu'est-ce qui brise la cohésion sociale entre les populations? C'est la pauvreté. Le fait que le développement ne suit pas au Kasaï, bien sûr que la population doit chercher des solutions, c'est l'instinct de survie. Donc, si au lieu que le gouvernement se comporte en sapeur-pompier, il faut plutôt mettre en place des mécanismes, des politiques qui promeuvent le développement dans les mêmes provinces de manière égalitaire. Il faut éviter que certaines provinces aillent trop vite que les autres, alors que toutes les provinces ont les mêmes ressources. Et les ressources ne doivent pas être seulement minières. Il faut faire la revanche du sous-sol, du sol sur le sous-sol, comme le disait le chef de l'État. Donc, il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place pour développer les provinces. Mais si on ne fait rien, le développement ne va pas venir de lui-même. Il faut qu'il y ait que le gouvernement s'engage effectivement dans une voie de développement au lieu de faire du saupoudrage. Nous avons dit que les dynamiques politiques ont échoué dans notre pays parce que les politiciens ne jouent qu'au jeu de positionnement et d'enrichissement. Mais les vraies solutions de développement des provinces ou bien des entités territoriales décentralisées ne sont pas abordées. Donc voilà toute la problématique. Alors Maître Patient, vous voulez déjà d'ailleurs ajouter, vous complétez à ce que Maître Boundi vient de dire, que ce problème ne peut pas être résolu de manière politique, mais est-ce qu'il y a le vrai problème aujourd'hui, est-ce qu'il est identifié? Moi, je ne suis pas, il n'y a pas que la pauvreté, mais le vrai problème qui pousse les Kasaïens, les Katangais à pouvoir se mettre en conflit. Est-ce que c'est ça vraiment les vrais problèmes? Je crois que dire que le problème d'aujourd'hui est aussi dans l'histoire, et ce sont des vieils démons qui sont malheureusement en train d'être ressuscités. Mais au-delà de ce qu'il a dit, je vois la pauvreté, c'est vrai, et vous allez vous rappeler qu'hier, il y a eu des manifestations, même au Kasaï, je crois, à Mbujimaï, où avec les jeunes oui, partisans du parti des Kiwungu qui est... Non, c'est-à-dire qu'il y a eu, dans la construction de la route Tchilé-Gelou, il y a eu des compatriotes venus de Bandundu qui se sont retrouvés, qui quittent ainsi de suite, se sont retrouvés au Kasaï, mais qui travaillaient. Mais le matin, on leur dit, pas question, vous rentrez chez vous, nous allons faire nous-mêmes nos routes. C'est comme des étrangers. Donc c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. La fois dernière, on a échangé on a parlé avec vous sur la résurgence de l'incitation à la haine tribale. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui dans toute la... On a parlé de la pauvreté. Oui, parce que la pauvreté est d'abord mentale. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut que l'État congolais prenne ses responsabilités. Et l'article 51 de la Constitution impose à l'État le devoir, n'est-ce pas, de travailler pour la cohabitation pacifique et harmonieuse entre toutes les communautés, tous les groupes ethniques et tribaux, et de manière à les protéger, à les promouvoir. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce qui s'est fait au Kasaï ainsi qu'au Katanga. Mais l'État, est-ce que l'État joue vraiment correctement son rôle en amont et en aval? Nous sommes d'accord que le dialogue, c'est un des moyens politiques pour chercher à comprendre, à résoudre le problème. Mais le dialogue n'est pas une fin en soi. Le dialogue devait être un moyen. Et nous disions, en tout cas parmi les techniques de la DICODE, nous soutenons le dialogue
Mais nous pensons que le dialogue ne doit pas tout simplement être un recours lorsqu'il y a problème. Le dialogue devrait être permanent en temps de paix comme en temps de problème, de conflit. Parce que si on jalonnait autant de réunions, autant de conférences annuellement entre les leaders katangais et les leaders kassaïens, du fait de ce problème, on aurait par exemple sur une échéance de 5 années ou 10 ans, on aurait évolué dans un grand rapprochement. Mais si on pense que parce que le président était là, parce que le Premier ministre était là, et qu'il y a une conférence, eh bien ça va rester seulement des lettres mortes. Mais il n'y aura pas d'évaluation, il n'y aura pas de suivi jusqu'à mettre en exécution toutes les recommandations et les engagements issus de cette conférence. On aura perdu l'argent pour rien. Mais leur présence là-bas, ça influence quand même le show. Absolument. Je crois que c'est une bonne chose parce que ça montre que le gouvernement prend la chose à main, comprend la nécessité et la sensibilité de ce problème, ce conflit. Parce que vous savez qu'au Katanga, il y a des gens qui ne jurent qu'à la séparation, des séparatistes. Donc, quand ça vient, on risque, si on laisserait cette question aller de soi, ça aurait conclu peut-être à une revendication d'autodétermination, voyez-vous. Mais je voudrais quand même évoquer une autre cause, hein, peut-être politique et électoraliste, qui fait à ce que, des fois, quand il y a déplacement ou mouvement des populations en masse, certains politiques, observant les échéances à venir, ils disent, mais oui, nous sommes, par exemple, au Katanga, mais si les autres qui viennent du Kasaï viennent en masse ici, mais ils peuvent se constituer en un électorat, parce que l'électorat congolais est beaucoup tribal, ne nous voilons pas la face, et ils se disent, mais s'ils viennent ici, il y a de fortes probabilités que ce soit eux qui soient élus nombreux que nous qui sommes ici. Ça, c'est une des causes qui n'a pas beaucoup été dite. Et tout ça, ça nous a été créé à cause de ce que nous avons appelé le seuil électoral. C'est le seuil électoral qui a favorisé pareille réalité. Donc, nous pensons que si les assises de Lubumbashi devraient vraiment toucher les vrais problèmes, elles devraient, n'est-ce pas, prendre en compte toutes les facettes de ce problème et le résoudre et accéder aux revendications des uns des autres, tout en n'oubliant pas que l'État devrait être rigoureux, surtout en ce qui concerne l'atteinte, n'est-ce pas, à certaines valeurs partagées. Alors, Maître Boundi, qu'est-ce que l'on peut craindre comme conséquence demain? Parce que l'on sait que c'est quand même quelque chose qui se vit aujourd'hui. Il y a conférence, le gouvernement s'y implique, il y a des résolutions, mais après, on oublie la pratique, la mise en pratique de ces résolutions au cas où ça arrivait. Qu'est-ce que l'on peut craindre demain? Oui, la conséquence est évidente. Si les conflits ne sont pas résolus ou bien gérés, mais ils éclatent en violence. Et nous l'avons vu, je crois, dans les années 60 et 1990, où les Kassaïens ont été chassés du Katanga, comme même moins que les étrangers. Donc, ils ont été chassés et même vandalisés. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts. Et donc, quand un conflit n'est pas géré, il dégénère. Et dans certains coins, on peut même craindre le génocide. On n'en a pas parlé ainsi, mais il y a qui parlent du génocide kassaïen. Donc,
moi j'estime qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour éviter qu'il y ait une escalade de la violence, parce que vous savez qu'on ne peut pas se voiler la face. Les Katangais, les Kasaïens qui sont taxés de ne pas être chez eux au Katanga sont aujourd'hui les tenants du pouvoir d'État. Donc, ils constituent néanmoins une force. Et ils peuvent se taper la poitrine et résister. Ce ne sera pas comme en 1990. Donc, on risque d'assister à un affrontement, ce qui serait catastrophique. Donc, voilà la crainte, madame. Mais aussi, il y a ces velléités séparatistes. Lorsque les Katangais ne sont pas satisfaits de leurs revendications, ils vont ressusciter les velléités séparatistes. Et ça sera un coup dur sur l'unité du pays. Et donc nous sommes dans un pays très fragile. Déjà, l'est du pays, nous ne parvenons pas encore à le stabiliser. Et si une autre situation semblable venait d'être créée presque au sud-ouest du pays, je pense que ça serait intenable. Donc, alors, Maître Boundi, on sait que dans chaque conflit, il y a toujours des tireurs des ficelles. Alors, dans le cas sous examen, pensez-vous que les tireurs des ficelles soient des notables des différentes provinces, par exemple, ou des politiques? Lorsque vous allez au Sud Kivu, on sait qu'il y a exploitation illicite ou illégale des ressources naturelles du pays, mais là, il y a également il y a des notables, il y a des notables qui sont corrompus, par exemple, et qui connaissent la situation. Dans le cas sous examen, est-ce des tireurs de ficelles politiques ou des notables? Oui, et je ne saurais pas faire un procès d'intention. Je n'ai pas les faits exacts pour dire que... Général, les constats que nous pouvons dégager sur les faits. Oui, c'est une chose qu'on peut s'imaginer. On peut se l'imaginer, mais nous n'avons pas encore d'évidence. Mais par contre, nous avons des évidences. Parce que ce qui n'est pas dit assez... Vous avez des évidences, mais vous n'en parlez pas. Mais voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et parce que la question nous est posée. Okay. Au Sud Kivu, il y a des évidences. Il y a des coopératives minières qui ont été créées comme le premier maillon de la chaîne d'approvisionnement. Parce que le gouvernement avait mis fin à l'exploitation en solo des minerais. Et il a été proposé la création de coopératives minières. Mais la plupart de ces coopératives minières appartiennent à des leaders politiques. Et lorsqu'ils disent qu'ils ne sont pas concernés, mais nous pouvons relever les preuves à travers ces coopératives minières, alors que la plupart d'eux ne sont pas éligibles à l'exploitation minière, mais par personnes interposées qu'on identifie, qui sont parfaitement identifiées comme étant proches de tel ou de X. Et on constate que ce sont ces autorités-là qui sont les animateurs des coopératives minières. Et la fraude minière se passe essentiellement au niveau des coopératives qui ne sont pas du tout organisées, structurées conformément au droit OHADA, comme le veut le code minier. Donc ce sont des évidences. À travers ces coopératives, les leaders politiques, la situation reste comme telle. Comme ça, ils ont tous les gains et ils n'ont rien. Voilà l'évidence au Sud Kivu. Mais pour les Katanga, nous n'avons pas d'évidence. Nous n'avons pas d'évidence, à part les discours de certains leaders, mais ce ne sont pas encore des vraies évidences que nous pouvons évoquer ici. Alors, Maître Boundi, vous êtes de la DICODE, vous prenez pour la cohésion sociale au vu de ce cas qui sévit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, de la DICODE, vous avez déjà fait pour justement essayer d'aider ces peuples à cohabiter malgré les conditions de vie qui sont difficiles? Et d'ailleurs, j'ajoute que la DICODE est dans toute la RDC. La DICODE, certainement, vous avez je vais dire ça comme ça, de correspondants ou bien de représentants au niveau du Katanga. Vous pouvez aussi avoir des informations par rapport à ça, à la préoccupation de Emeline.
Effectivement, ça nous préoccupe au plus haut point. Parce qu'il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas de petits conflits, il n'y a pas de conflits anodins. Donc, tous les conflits ont la même importance parce qu'un petit conflit, s'il n'est pas bien géré, il peut dégénérer et même devenir plus violent que ce qu'on croyait être plus important. La DICODE a des coordonnateurs dans toutes les provinces du pays. Et aussi au Katanga, la DICODE a un coordonnateur provincial et toute une équipe qui anime ce que nous appelons l'Observatoire de la cohésion sociale et qui nous envoie des informations, de leurs analyses sur les conflits. Et ça, c'est un des conflits sur lesquels la coordination provinciale de la DICODE travaille. Et nous pensons qu'ils sont partie prenante à cette conférence de Lubumbashi. C'est pourquoi nous, ici, nous travaillons sur le plan national et nous laissons les provinciaux qui sont au contact des réalités de tous les jours de faire le travail sur le plan local. Maître Patient, quelles sont les propositions que vous pouvez donner au gouvernement justement pour remédier à cette situation? D'abord, je voudrais dire qu'effectivement, les collègues au niveau du Haut-Katanga, ils travaillent, au Katanga avec le coordonnateur Abbé Fortinet. Ils travaillent sur la question et d'ailleurs ils ont pu sortir déjà une note de plaidoyer, je crois, qui a été partagée à tous les participants et même auprès du chef de l'État. Je pense que ce qu'il faut faire après la tenue de cette conférence, c'est de faire un bon suivi. Généralement, après les assises de ces gens, les gens se disent, bon, on se salue, et puis on prend les cocktails, on boit un peu de champagne, et puis on oublie. Une petite enveloppe à côté. Une petite enveloppe, et puis il y a un semblant. Quelques temps après, il n'y a rien. Et puis on se dit, mais ce jour-là, on s'était mis ensemble, il n'y a rien. C'est la première chose. Mais il faudra que l'État, comme je venais de le dire, puisse prendre à bras le corps la question de la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien qu'existe la DICODE, c'est parce que nous avons observé que c'est un mal qui prend racine et qui, une fois, si elle n'est pas bien gérée, risque d'exploser le pays. Il est temps que les dirigeants de ce pays prennent cette question au sérieux et développent une stratégie nationale pour bâtir la cohésion sociale. Parce que sans politique claire sur la question, je crois qu'on va naviguer à vue. Et on sera en train de courir justement pour éteindre le feu et ça sera tard. Dans la stratégie de la politique, c'est autant en amont qu'en aval. Donc il ne faut pas seulement courir derrière les événements, il faut vraiment se considérer comme un architecte qui est en train de bâtir quelque chose, un plan d'une bonne vision, donc qui tient compte de tous les paramètres. Voilà, alors je pense qu'on a fini avec ce chapitre. Nous allons aborder la question de l'adhésion de la RDC au niveau de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est. La RDC, c'est le nouveau venu. Alors, une lecture pour cette adhésion. La RDC est encore bébé dans cette communauté. Maître Bundi, qui dites-vous? Oui, merci. L'adhésion de la RDC à l'East African Community, c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, aucun pays ne peut continuer à vivre en vase clos. Il faut s'ouvrir, il faut créer des grands ensembles, il faut coopérer, il faut une intégration. Et donc, c'est à première vue une très bonne chose. Mais l'adhésion, c'est aussi une opportunité. Chaque pays doit apprécier... Une opportunité d'affaires. Oui, c'est une opportunité bien sûr d'affaires, mais aussi une opportunité politique. Chaque pays doit apprécier qu'est-ce qu'il tire de cette organisation. Aujourd'hui, la RDC, au niveau de l'Afrique de l'Est,
la RDC, c'est un pays pratiquement qui se trouve à la traîne des autres pays, qui ont pratiquement pris de l'avance sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'organisation et même sur le plan du développement. La RDC se trouve à la traîne avec beaucoup de problèmes, les conflits, la guerre, le sous-développement, la mauvaise gouvernance. Et donc, dans cette organisation, nous n'allons pas avec le même niveau de moyens ou bien d'armes. Donc, nous allons combattre avec des armes inférieures parce que entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Et ne pensez pas que là-bas, on va aller nous faire des cadeaux pour dire, non, voilà, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes puissant, voilà ce qui vous revient. Non, là-bas, il faut aller compétir. Est-ce que nous sommes vraiment en mesure de pouvoir compétir au sein de cette communauté? Je prends un exemple, le niveau d'industrialisation. Ici à Kinshasa, je n'ai jamais vu une usine de cure-dents. Je n'ai jamais vu ça ici à Kinshasa. C'est la moindre usine peut-être qui puisse exister. Alors, quel exemple? Voilà, je suppose. Pourquoi vous prenez cet exemple? Oui, bon, c'est vraiment les produits les plus faciles peut-être à fabriquer. Alors, parce que je me souviens quand même que dans les temps, il y avait des usines, des allumettes. Donc, fabriquer les cure-dents, ce n'est pas la mer à boire. Et donc, nous, ici, nous sommes très, très faibles sur le plan de l'industrialisation. Alors que les pays avec lesquels nous partageons cette communauté sont des pays déjà fortement industrialisés, qui ont toute une chaîne de production agricole et même donc tous les produits alimentaires, ils les produisent chez eux. Les conditions, nous produisons du café, mais nous ne pouvons même pas les conditionner. Nous n'avons pas le café made in RDC. Mais vous avez le café ou bien le thé made in Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi. Donc, des petites choses comme ça nous manquent cruellement. Et nous sommes un pays avec une très grande population, ce qui constitue pour ces autres pays un grand marché. Alors, dans cette communauté, les autres ont à nous apporter, mais nous n'avons rien à leur apporter. C'est ce que la population doit comprendre. Nous n'avons rien à apporter dans cette communauté. Donc nous... La RDC ne sera pas en mesure de satisfaire les exigences. Voilà. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que la RDC n'a aucun produit à commercialiser au Rwanda, ou bien un produit à commercialiser au Burundi, ou encore un produit à commercialiser en Tanzanie. Parce que même le minerai, nos minéraux, ils sont exportés, ils sont traités à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et donc, voilà tout ce que nous donnons sur le marché international. Nous étions producteurs de café, de café et de thé. Mais toutes ces plantations ont pratiquement cessé de fonctionner. Donc, sur le plan agricole, nous ne sommes pas grands producteurs de haricots, nous ne sommes pas grands producteurs de riz, nous ne sommes pas producteurs d'ananas. Donc, ces autres pays ont développé une agriculture industrielle et tous les produits de cette agriculture sont conditionnés et exportés. Vous avez par exemple au Rwanda le jus Inyange qui est vendu partout en Afrique. Et nous, nous vendons quoi en Afrique? Rien du tout. Ce qui fait que les produits de ces pays vont se déverser sur notre territoire et ça va même détruire les petits élans de production que nous avions parce que leurs produits nous arrivent à moindre coût, étant donné qu'eux, ils recourent à la production industrielle. J'ai voulu une bouteille d'eau qui coûte 500 francs à Kinshasa. À l'est, cette même bouteille coûte 1000 francs. Mais dans les pays voisins, cette bouteille coûte 200 à 300 francs. Parce que là-bas, il y a des allègements fiscaux, il y a des exonérations, il y a les codes des investissements qui fonctionnent. Mais nos investisseurs en RDC n'ont pas accès au code des investissements. Les taxes sont très élevées. C'est qu'ils produisent à un coût très élevé. Donc, avec la concurrence de ces pays, ils ne vont pas tenir. Ils vont fermer.
Bon, on va revenir à vous. Peut-être Emeline va aborder cette question des désavantages et avantages, peut-être en profondeur. Mais Maître Patient, pensez-vous que ce réveil soit tardif pour la RDC d'adhérer à cette communauté économique? Je ne sais pas. Cette question est pertinente. Je ne saurais pas répondre si c'est... Mais on a déjà adhéré. On a signé les actes et l'accord. Certes qu'on n'a pas encore ratifié les instruments, n'est-ce pas, de cet accord. Bon, c'est tard et ce n'est pas encore tard. Mais tel que je vois la machine s'avancer, il faut s'adapter. Je trouve que c'est tard. Parce que vous voyez, à 2 jours de la signature de cet accord, déjà, l'East Africa Community nous a presque imposé les négociations avec les groupes armés et ça n'est parti directement. Donc, c'est un peu en retard. Donc, les autres ont pensé avant nous un plan qu'ils ont déjà commencé à exécuter parce que nous sommes venus dans l'approche d'intégration et qui n'est plus une coopération. Alors, c'est à nous, Congolais, de savoir qu'est-ce que nous pouvons tirer des bénéfices en pareil accord. Parce que, comme le collègue venait de le dire, les industries congolaises vont fermer. En tout cas, s'il n'y a pas allègement fiscaux comme c'est fait ailleurs, parce que, madame, il y aura suppression, comment on dit, des frontières pour les produits fabriqués dans la région. C'est-à-dire que l'eau qui est fabriquée au Rwanda va entrer au Congo sans payer un sou. C'est ça l'explication. L'eau qui est fabriquée, le jus qui est fabriqué en Ouganda, peut-être à 1000 francs, il sera vendu ici à Kinshasa à 1000 francs, alors que ceux qui en fabriquent ici en vendent à 5000. C'est ça la vérité. Donc, il y aura ici une grande présence. Donc, nous serons un débouché pour les autres. Là, vous parlez déjà des avantages de cette adhésion. On note la suppression des frontières par rapport aux produits de la région. Au-delà de ça, quels sont d'autres avantages qu'on peut noter? Des avantages? Des avantages, par exemple, oui, je donne un, vous allez me compléter. Je vois par exemple la langue. La langue qui est parlée dans l'East Africa Community, déjà s'appelle East Africa Community. La langue anglaise. Ah oui? Combien de Congolais parlent anglais? Combien de commerçants congolais parlent anglais? Mais ça devient quand même la mode, hein? Aujourd'hui, tout le monde veut apprendre l'anglais. Je dis, on n'a pas été suffisamment bien préparé. Le moment n'était pas opportun. Le moment n'était pas opportun pour adhérer. Il fallait, n'est-ce pas, mieux préparer les choses afin que la population, les lois, les politiques se préparent afin de mieux intégrer l'East Africa Community. Oui, mais... Envoyez-les rapidement. Compléter. Oui, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'avantages. Il y a bien sûr des avantages à adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est. Par exemple, en ce qui concerne les infrastructures, nous pensons que les pays ayant les mêmes intérêts, ils peuvent suffisamment investir dans le secteur des infrastructures et c'est ce qui va faciliter cette fluidité et la mobilité de la population et des biens. Parce qu'ils ont intérêt à ce que les camions qui quittent la Tanzanie ou bien les camions qui quittent l'Ouganda arrivent dans les coins les plus reculés de la RDC pour écouler leurs produits. Et donc nous allons profiter en termes d'infrastructure. Ça, c'est un bénéfice. Mais aussi, si les partenaires sont sincères,
cette adhésion devrait accélérer la fin de la guerre. Parce que si les Ougandais ont des intérêts économiques en RDC, si les Rwandais ont des intérêts économiques en RDC, ils ne voudront pas qu'il y ait des coups de botte, parce que l'argent n'aime pas le bruit. Ce serait un avantage si les parties prenantes ou bien si tous les États étaient sincères. Nous nous rappelons qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des accords sur le plan de l'exploitation minière. Des sociétés rwandaises se sont liées avec des sociétés congolaises pour créer une jointe venture et travailler ensemble dans l'exploitation de minerais. Imaginons que les puits ou bien les sites miniers soient installés à Kalima au Maniema, ou encore à Kindu, ou à Shabunda, et qu'il faudrait une mobilité, qu'il faudrait une circulation des matériels, donc des matériels roulants, des biens, des personnes, pour aller d'un coin ou bien de la ville à ce coin-là. Donc il faut que ça soit pacifié. Et nous avons toujours reproché aux États voisins que ce sont eux qui entretiennent des groupes armés chez nous. Donc nous aurons le même intérêt et peut-être que cela pourrait contribuer à mettre fin à la guerre. Donc la paix par l'économie. Donc voilà quelques avantages qu'on pourrait tirer de cette adhésion à l'East African Community. On va clore rapidement ce chapitre pour parler des négociations que Maître Patient venait à peine d'évoquer. La RDC dialogue aujourd'hui, ou a dialogué avec les différents groupes armés qui créent l'insécurité à l'est du pays. Est-ce une faiblesse de l'État à éradiquer l'insécurité justement à l'est du pays? Sincèrement, je pense que c'est une faiblesse. C'est une faiblesse en ce que l'État n'a pas été vraiment préparé à échanger avec ce rebelle. Et je me pose la question si ce n'est pas une injonction pratiquement de ce pays dans l'East African Community. Parce que un mois, d'ailleurs, 1 ou 2 semaines avant ces négociations, il y a une présentation du programme PDDRCS, du programme de mobilisation, désarmement, réinsertion communautaire. Et l'État congolais a entamé une série de consultations pour la justice transitionnelle. Mais comment se fait-il que d'un coup, on se retrouve en train d'échanger et de négocier avec les rebelles? Parce que quand on met en place tous ces mécanismes-là, c'est pour permettre effectivement aux groupes armés de déposer les armes, de passer par le programme, d'être réinsérés, d'être désarmés, d'être démobilisés, d'être réinsérés dans les communautés. Alors, ça, c'est quand même contradictoire. Donc, ce qui se passe à Nairobi est contradictoire par rapport au programme lui-même. Et nous sommes... Il y a plusieurs questions qui se posent pour savoir... Mais, tous ces gens, donc on connaît où ils sont, on connaît qui ils sont, on peut leur envoyer ce qu'ils font, on peut leur envoyer même des billets d'avion. Donc on les maîtrise. C'est ce qui a été d'ailleurs fait. C'est ce qui a été fait, mais c'est quand même sur le plan éthique, il y a quelque chose qui cloche, voyez-vous. Mais parce que c'est déjà fait, parce que les rebelles se retrouvent en face du président. Parce que je note ici que la place de rebelles n'est pas autour d'une table avec le président. La place des rebelles, donc quelqu'un qui a pris l'arme contre son pays, quelqu'un qui s'est rebellé contre l'autorité de son pays, ça s'appelle la rébellion. Et la rébellion, c'est une infraction, c'est un crime. Sa place, c'est devant les juges. Sa place,
c'est devant la justice. C'est pourquoi je dis que c'est une faiblesse. Parce que les gens qui devraient se retrouver devant la justice se retrouvent devant les grandes autorités du pays en train de négocier. Chose grave, présenter leur cahier de charges. En principe, on ne devrait pas présenter le cahier de charges. Alors, qu'est-ce que ces États visent derrière ça? Vont-ils aussi négocier avec leurs groupes armés, leurs rebelles qui se retrouvent dans notre pays, qui ont fui leur pays? Les ADF, ils viennent de l'Ouganda. Il faudrait quand même demander à l'Ouganda de négocier aussi avec les RDF. Il fallait demander au Rwanda de négocier avec les FDLR et les autres groupes armés qui viennent de chez eux. Mais le Burundi, il y a les Red Tabara et les autres. Vous comprenez? On ne peut pas mettre tout ça sur le dos du seul Congo. C'est quand même un poids énorme. Et nous obliger, parce que nous venions juste 48 heures avant d'adhérer à East Africa Community. Est-ce que les dirigeants du Congo comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'aller dans le mur. Parce que si ces négociations n'aboutissent pas, je vois mal comment ces gens iront passer à travers le programme des DRCS. Je vois mal comment la justice transitionnelle va s'appliquer. Et c'est là que je salue encore une fois les combats du docteur Denis Mukwege par rapport au rapport mapping qu'il est en train de brandir, par rapport, n'est-ce pas, à la justice pénale internationale. Parce que nous avons toujours dit, mais ces criminels déambulent ça et là. Pourquoi n'a-t-on jamais sorti, n'est-ce pas, décerner un mandat d'arrêt international contre ces criminels? Mais aujourd'hui, on leur paye les billets d'avion. C'est grave. Et qu'est-ce qu'on fait de victimes? C'est grave. Mais c'est un message envers les victimes que ces gens-là ont une grande valeur, ont une considération. Mais les victimes, on en fait quoi? Les victimes continuent toujours jusqu'à aujourd'hui à clamer que justice soit faite. Jusqu'à ce jour, pendant que nous sommes en train de parler. Et donc, nous attendons vraiment l'issue de ces négociations, mais je peux vous dire que nous ne pouvons pas y attendre grand-chose. Nous ne pouvons vraiment pas y attendre grand-chose parce que nous le disons et nous le savons très bien que ceux qui arment les groupes armés à l'Est, ce sont les pays voisins, c'est connu. Les rapports sont là, que ce soit les Nations Unies, tout le monde le sait. Ce sont les groupes armés, ce sont les pays voisins. Parce que la guerre qu'on nous impose, c'est justement pour piller nos ressources. Quand on a commencé avec l'état de siège au Nord Kivu, mais il y a des fonderies au Rwanda qui ont commencé à maugréer parce que les matières premières ne leur arrivaient plus. Vous comprenez? Il y en a qui ont commencé à fermer. Ça, vous ne savez pas. Mais, c'est-à-dire que la guerre qu'on nous impose, quand vous entendez parler des MV3, vous entendez parler de tous ces gens qui pillent l'île, c'est chaque mois que les groupes armés se multiplient, c'est effectivement pour piller les ressources. Et quand on pille les ressources, elles transitent par ces pays voisins. Ces pays voisins les présentent comme leur production d'or, de mythes, de tout ce que sont les castérites, ainsi de suite. C'est ça la vérité. Alors, Maître Boundi, l'objectif finalement de ces négociations, c'est la réintégration de ces groupes armés dans la société ou leur intégration sociale. Alors, quelle image que cela va présenter dans le chef des Congolais? Oui, une image très très négative, parce que l'action qui serait menée en direction des rebelles, c'est de le persuader à abandonner les armes et à se présenter au programme
DDRCS. C'est ça la voie qui a été tracée. Et pour ceux qui sont considérés comme chefs de bande ou ayant commis des crimes, des crimes graves contre le droit de l'homme, leur place est bien sûr devant les juges, les juridictions nationaux comme internationaux. Mais il y a pratiquement ce qu'on peut qualifier des primes de guerre. Les primes de guerre. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons eu ici les 1+4. Et tous les groupes armés qui se développent aujourd'hui, ce sont les dissidents de toutes ces parties prenantes au 1+4. Alors, ayant déjà goûté au miel à Kinshasa, et ayant d'autres qui ont les mêmes ambitions, alors ils se disent, voilà, c'est la voie qui nous est offerte, c'est la voie de la rébellion. Alors, venir le primer, c'est vraiment cracher sur les morts, cracher sur les victimes, et la population ne percevrait pas cela de bon oeil. Alors, la nouvelle forme de mobilisation, parce qu'avant, la réintégration, c'était une réintégration dans l'armée et dans la politique. Mais actuellement, les nouveaux programmes veulent que ces gens-là soient intégrés dans les communautés. Et c'est là que les rebelles trouvent qu'ils ont combattu pour rien par rapport à leurs prédécesseurs, par rapport aux aventures précédentes. Donc ils estiment que non, voilà, nous n'allons plus devenir des généraux, nous n'allons plus devenir des ministres, nous n'allons plus devenir des PDG. Maintenant, nous, on nous demande de devenir des citoyens ordinaires. C'est ainsi que la DICODE a proposé des approches innovantes de réinsertion des ex-combattants. Et dans l'ancien programme, les ex-combattants étaient formés au métier. Ils étaient formés à la menuiserie, ils étaient formés à la coupe-couture, donc à l'entrepreneuriat. Mais lorsqu'ils retournent dans leur communauté, ils constatent que ces communautés sont très pauvres. Donc celui qui a été formé à la menuiserie, il n'a pas de clients. Il n'y a personne pour qui il va travailler. Ceux qui ont été formés comme des maçons, il n'y a pas de grands projets de construction et ils se retrouvent dans le chômage. La conséquence, ils prennent le matériel de démarrage qui leur a été offert, le kit, ils le vendent, ils se rachètent une arme et ils retournent dans les groupes armés. Alors, Maître Boundi, est-ce que ces négociations ne viennent-elles pas remettre en cause l'état de siège décrété dans l'Est de la RDC? Maître Patient également va répondre à cette question. Oui, effectivement, ce n'est pas mettre en cause l'état de siège, mais c'est le constat de l'échec de l'état de siège. Parce que l'état de siège avait pour objectif de traquer. Donc on supprime l'administration civile, on instaure une administration militaire à tous les niveaux, même jusqu'au niveau des territoires. C'est seulement au niveau des secteurs, je pense qu'on n'a pas mis les autorités militaires, parce que là, ce sont des chefs coutumiers. Mais à tous les niveaux de l'administration, on a placé des militaires, avec pour objectif de traquer les groupes armés jusqu'à leur dernier retranchement. Mais ces résultats n'ayant pas été atteints, on vient recourir maintenant aux négociations avec le rebelle. Donc, il faudrait, ipso facto, mettre fin à cet état de siège qui est devenu très coûteux et qui a même brisé l'élan de développement. Parce que lorsque l'administration civile est écartée, l'administration militaire continue à percevoir toutes les taxes. Mais on ne dit pas que ces taxes sont affectées à l'effort de guerre. C'est le gouvernement central qui pourvoit à l'effort de guerre. Voilà, maître, on nous signale déjà qu'on a épuisé toutes les minutes qu'on nous a accordées. On va clôturer par là. La matière est abondante. Et malheureusement, le temps nous est imparti. Maître, au-delà de tout ce que nous venons de dire, un mot pour conclure. Un mot pour conclure, c'est que la société civile, donc la dynamique communautaire pour la cohésion sociale, est disposée à
travailler aux côtés de l'État pour prendre ces questions avec beaucoup de lucidité, des questions de paix, des questions de cohésion sociale que nous venons d'évoquer ici. Nous pensons que le chef de l'État a besoin vraiment d'un grand conseil, des conseils et même le gouvernement, des experts il faut vraiment s'approcher des experts. Il y en a dans les universités, dans la société civile, au lieu de faire les choses dans la précipitation, au lieu de faire des choses sans beaucoup plus de finesse. Nous pensons que ces questions-là, nous avons toute l'expertise nécessaire pour appuyer l'État congolais. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est fini. C'était le coordonnateur de la DICOD, Maître Patient Bachombe. Il était à côté de Maître Boundi-Boulia Eloi. Il est PCA de la DICOD. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés.